J'aurais jamais imaginé que quand j'étais gamin et que je venais avec maman et mes grands-mères voir ce musée que j'ai vu plus d'une fois, qu'un jour j'y exposerai. Je me laisse porter par mes rêves et mes rêves en appellent d'autres. Pour moi, le dessin, c'est l'âme du conteur. Dès que j'ai su tenir un crayon, j'ai raconté des histoires. Un dessin, c'est comme un test psychanalytique. Donc, quelque part, je me déshabille sans me mettre à nu. Mon parcours pour devenir orfèvre, c'est grâce à mon conseiller d'orientation qui m'a suivi de la 6e à la 3e, qui m'a dit un jour « Vous n'êtes pas bâti pour être ébéniste à l'école Boulle, vous devriez faire de la bijouterie, vous êtes un créatif et un narrateur ». Quelques années plus tard, j'ai commencé un apprentissage à la SEPR, qui est la Société d'enseignement professionnel du Rhône, à Lyon, et j'ai appris mon métier de bijoutier, joaillier. Et à l'époque, déjà, mon professeur de bijouterie m'avait dit « Mais vous êtes un orfèvre ». Ma formation de bijoutier joaillier m'a permis de retranscrire cet univers dans l'orfèvrerie. L'orfèvrerie, c'est l'art de la table, ce sont des couverts, ce sont les plats, ce sont les pièces de forme. En bijouterie, on ne fait pas de pièces de forme. Les aléas de la vie m'ont permis de participer à l'exposition de Main de Maître, où j'ai présenté mes bagues palais et bagues château qui m'ont lancé dès 88. Et on était déjà dans ce clin d'œil d'orfèvre inconscient, parce que c'était des bagues importables, puisque c'était des bagues qui étaient tirées de mes dessins d'enfants. C'était un village provençal qui est la première, près des palais des Mille et une Nuits ou des manèges. Donc cet univers très narratif, puisé au fin fond de mes contes et légendes d'enfants, que j'ai retranscrit dès que j'ai su dessiner. Cet ADN, cette Madeleine de Proust, m'a permis de créer un style, un joyeux orfèvre ou un orfèvre conteur. À chaque fois, je raconte une histoire au lecteur ou à l'auditeur, mais je me raconte une histoire à moi-même. C'est quelque part une volonté de dire « Tiens, on va essayer quelque chose ». J'ai toujours été bercé par les contes et légendes de la Méditerranée qui ont bercé mon enfance. J'ai vu toute cette ambiance-là dans une générosité solaire. Moi, j'ai été bercé par les parfums, les odeurs gourmandes, qui a fait que quand je dessine, c'est une Madeleine de Proust avec, comme m'avait dit une amie, avec de la crème fraîche et de la harissa. Et mon travail est un lien entre le passé, le présent et le futur. Donc j'ai toujours été entouré de conteurs autour de moi, avec aussi bien les légendes des Mille et une Nuits que de lire la Bible ou le Verger des délices, qui est la version pour adultes des Mille et une Nuits. Ce jeu de l'adulte qui ne veut pas oublier qu'il a été un enfant et l'enfant qui veut jouer à l'adulte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 12. Normalement, il y en a 13. Donc, normalement, tout, il y en a 26. 13 et 13, 26. On a 26 cadres accrochés dans la vitrine. L'élaboration d'une carte blanche confiée à un artiste, c'est vraiment un dialogue entre le musée et l'artiste. C'est-à-dire que nous, on va voir l'artiste, il nous présente son travail, tant les choses les plus anciennes que les choses les plus récentes, et on essaie d'élaborer en fait une thématique, un parcours. Après, l'artiste vient voir les lieux au musée et on définit comment ces œuvres vont s'implanter. Mais c'est évidemment un process très différent de celui d'une exposition classique où on a des listes d'œuvres, parce que là, c'est une exposition d'atmosphère en fait. Donc chaque salle va recréer une atmosphère et on essaie aussi de suivre un peu le parcours de l'artiste. Alors attention les filles, on passe avec la robe. Vas-y, là. Je suis régisseur d'œuvre, donc mon rôle premier, c'est de prendre soin des pièces, de leur état de conservation et de leur mise en valeur. Et je m'occupe de la coordination des expositions, de relayer les informations, de redistribuer les tâches, de faire en sorte de respecter le planning.
Sur un projet d'exposition, il y a beaucoup d'intervenants, ce qu'on ne soupçonne pas toujours. Il y a bien sûr un commissariat qui a été confié ici à Jean en collaboration avec Esclarmonde, notre directrice. Il y a des éclairagistes qui vont intervenir et il va y avoir également l'intervention de monteurs-installateurs. Benoît qui a tapissé les murs de couverture de survie. Il y a aussi Rodolphe qui, lui, a des compétences en menuiserie, donc qui nous a permis de construire des socles. Et puis Julie et Anne-Lise qui ont fait véritablement l'accrochage, la manipulation, la mise en place des pièces. Ça va aller ou pas? C'est 150 de diamètre. Si on arrive sur une institution, on doit faire le démontage, c'est-à-dire décrocher les œuvres, les remettre en caisse ou les réemballer. Et après, nous, on s'occupe de tout ce qui est installation d'espace. Ça peut être destruction des murs, reconstruction de murs. Et après, à nouveau, réception des œuvres, ouverture des caisses, installation soit de l'accrochage pour de la peinture, soit de la sculpture, soit du wall painting. On ne s'ennuie pas. On n'est pas là pour amener une réflexion esthétique. Et en fait, Jean, lui, était très demandeur de ça. Donc au début, ça nous a un peu surprise. Et après, du coup, on lui a fait des propositions. Anne lui a proposé des triptyques avec des tableaux qu'on a mis en place. On demande toujours à Charlotte de valider les demandes de Jean et pour voir si on peut éventuellement y répondre. Souvent, on a un visuel très précis avec des plans de ce qu'on va mettre en place. Là, c'était un peu tous les jours, voilà, on voyait un peu l'expo se faire et c'était plutôt agréable. Elle colle moins, hein. Qui colle moins l'enveloppe. Jean Baudieu a décidé de donner un titre à cette carte blanche, c'est une nouvelle mascarade. Et d'ailleurs, sur l'affiche, on voit sa main qui tient un masque métallique du type des masques utilisés à Venise pendant le carnaval de Venise. Évidemment, nouvelle mascarade dans un monde d'épidémie où tout le monde est masqué, c'est un double jeu. Pour montrer que le sens du masque, ce n'est pas seulement ce sens de protection contre des virus, mais c'est aussi quelque chose de ludique, c'est un jeu masqué, démasqué, on cache sa personnalité, on peut devenir quelqu'un d'autre derrière le masque. Ici, nous sommes dans la première salle de l'exposition qu'on a décidé avec Esclarmonde Monteil d'appeler Genèse. Donc Genèse, on est dans le côté biblique, mais on est au-delà du côté spirituel. On est dans la genèse de l'atelier, donc tout commence par le dessin. Ce qui est assez intéressant dans la mise en image de l'exposition, c'est qu'on montre que le dessin, selon les médiums, parle des bases fondamentales qui font mon univers et mon imaginaire. Sans cet imaginaire narratif que j'ai pu entendre autour de moi ou que j'ai pu absorber, parce que dès l'âge de 10 ans, je venais au musée des tissus et des arts décoratifs avec ma maman, avec ma grand-mère, qui m'ont appris aussi à écouter les vitrines. En dessinant, c'est presque un buvard de ce que j'ai pu apprendre, découvrir, écouter depuis que je suis un petit pitchoun. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean. Regarde ce que j'ai ramené du fondeur, là, des nouveaux challenges, une folie boggiesque qui est une bague éventail. Et je voudrais qu'elle pivote pour pouvoir derrière mettre une plaque de titane bleu. J'ai beaucoup d'ateliers à Lyon, je ne pourrais pas tous les citer. Le bijoutier avec qui je travaille, je lui exprime mes problématiques, mais surtout mes rêves. L'idée, c'est de dire, bah voilà, j'ai fait un éventail bague et je veux que tu me trouves un système où j'ai fait une bague manège et je veux qu'elle tourne. Donc voilà une dernière petite folie, c'est une bague manège avec des petites girafes, des petits chevaux. Et on va lui donner un petit coup de brosse. L'esprit de l'unique, c'est pas pour être décalé, c'est pour trouver quelque chose, une voie différente. On va faire le bijou en métal, de préférence précieux, même si je travaille beaucoup l'argent, mais je travaillerai les métaux avec l'écoute du bijoutier, parce qu'on va penser au travail qui va venir après du sertisseur qui va devoir poser les pierres sur le bijou. Je pense qu'on pourrait faire des tout petits trous là, ou alors on le noircit. Attention, parce que c'est de l'argent, on l'a goupillé à ce stade.
ça risque d'être un petit peu dangereux de retravailler dessus. C'est-à-dire qu'elle va prendre du jeu. Le dialogue avec le bijoutier se fait pas automatisme parce qu'on est sorti de la même école. Il y a une rencontre humaine qu'on ne cherche pas, elle vient à vous. Et la rencontre que j'ai avec la plupart des ateliers, il y a un rapport humain. C'est une amitié parce qu'on parle le même langage. Là, ça c'est pour la bague montgolfière. Et là, c'est pour la bague Canal Grande des Venise. Et ça, c'est la pièce, la bague éventail en argent massif, là. Donc il faut qu'on coupe les tiges de fonte, et puis on va passer un coup de tank. Et ça, j'ai préparé pour le rhinocéros les pièces de l'arbre de vie. L'artiste, le designer, quelques noms qu'on lui donne, ne peut pas être un solitaire. Moi, je suis un sculpteur, un conteur, mais je ne suis pas un fondeur. Donc j'ai besoin du fondeur, mais j'ai besoin après du bronzier, d'avoir un polisseur, un sertisseur. On va couper les pièces qui arrivent de la fonte, on va les passer avec une scie. C'est une scie comme une scie circulaire qui a une scie à ruban. Le bruit est assez significatif. Et on va enlever ces tiges de fonte sur chaque pièce. Une fois que les pièces sont coupées, on va les passer au tank pour pouvoir mettre à plat et enlever la trace des tiges de fonte. Et après, j'enlève les rebarbes et les bouts des tiges de fonte avec la bande. J'ai beaucoup travaillé avec Montibert depuis plus de 30 ans, puisque j'ai travaillé avec eux dès 92. Et Montibert est un orfèvre lyonnais, c'est une institution lyonnaise avec qui j'ai toujours travaillé. C'est venu d'un fait qui était leur qualité, leur proximité. Je voulais rester, sans faire du régionalisme, dans des savoir-faire qui sont, on va dire, quasi historiques, puisque Lyon est une capitale de la joaillerie et de l'orfèvrerie. Et avec Montibert, on voit toutes les techniques et ils maîtrisent tout ça en interne. C'est-à-dire que quand je travaille avec des ateliers dans la région lyonnaise, je travaille avec des ateliers qui maîtrisent pratiquement tous les savoir-faire dans leur atelier. Je ne travaille pas avec 10 sous-traitants. J'aime cet échange permanent avec une vérité de la main et des savoirs. On a le plaisir d'être dans un atelier, moi, dans lequel je travaille depuis plus de 40 ans, avec les pièces aussi bien pour tourner, repousser, et avec des outils qui sont chargés d'âme et qui ont 3 générations de mains qui ont repoussé les pièces. On tourne du métal et pas la main, du moins, si la main là, mais le métal contre métal, ça marche. Main contre métal, ça ne marche pas. Vous devez travailler avec un rapport de confiance et de connaissance, parce que Montibert va travailler avec mon fondeur qui est Solifonte, va travailler avec les mêmes fournisseurs que Bronze d'Art Français. Et on a cet échange, on n'est pas un entre-soi, on est entre gens dans la même logique, c'est la passion de la main. Les ateliers avec qui je travaille et qui me suivent depuis plus de 40 ans, je veux dire, un des premiers avec qui j'ai travaillé, c'est Bronze d'Art Français, qui m'a accompagné dès mon premier salon. Donc j'aime aussi le lien périn et la fidélité avec les artisans, qui sont la plupart des petits artisans ou des grands ateliers de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le principe d'un bronzier d'art, quand il va prendre des pièces, d'abord elles sont beaucoup plus grosses que l'orfèvrerie ou la joaillerie, parce qu'ils vont monter des guéridons, ils vont monter des lustres qui peuvent faire 5 mètres d'envergure. On est dans de la bijouterie pour Gulliver géant, et c'est plus la même chose qu'un petit bijou, même si tant est que je ne fasse pas des petits bijoux, mais on est dans des bijoux de maison XXL. Donc les outils ne sont pas les mêmes. Vous avez des triboulets géants. On a les mêmes en bijouterie, sauf qu'ils sont liés à une taille de bague ou de bracelet. Là, on a la même pièce que j'ai utilisée pour la bague en argent. Et les mêmes bandes, mais sauf que les cotons pour polir sont 3 fois, 4 fois plus grands. Hop, bonjour Fino.
Et là, on arrive dans le saint des saints où on vient dorer ou argenter les pièces finies, polies. Et c'est Maître Rofino qui peaufine tout ça. Ça ne peut être doré ou argenté ou patiné par Rofino que quand ça a été c'est passé par tous les stades du repousseur, du ciseleur, du soudeur et du polissage. Sinon, ça ne marche pas. Mais c'est comme les bijoux. Hein. Là, toute la pièce a été argentée. Bon, c'est une prouesse technique parce qu'il faut passer en plusieurs fois dans le bain parce que le miroir, là, il fait quelques kilos parce que c'est tout en bronze massif. Je le sèche dans la sciure pour pas que le métal recrache quand il va être accroché au mur dans le musée. On est vraiment dans ce monde de Gulliver. Il y a l'infiniment petit et il y a l'infiniment grand. Les techniques sont proches mais différentes parce que les matériaux, au-delà de leur taille plus grande, nécessitent des pièces pour souder plus grandes, des bains pour dorer ou argenter beaucoup plus grands que quand vous argentez ou dorez une bague. Vous êtes obligé de vous adapter à des formes différentes, mais les formes vont nécessiter des techniques différentes. Brochier, bon, c'est une longue complicité, parce que Brochier, il faut savoir que ça fait 3 générations qu'il travaille avec les grandes galeries, les grands musées du monde. Et pour la petite anecdote, le frère de Cédric Brochier est mon marchand de pierre. Donc c'est plus une rencontre par rapport à mon métier de joaillier que j'ai rencontré l'homme de la soie qui est Cédric. Dans le travail que je fais avec Cédric et les gens qui travaillent chez Brochier, c'est un travail pareil d'échange. Moi, j'arrive avec mon dessin, et ce dessin-là, eh ben, il faut lui donner une transposition sur de la soie. Et la quintessence du travail que j'ai fait avec Brochier, ça a été des pannes de velours que j'ai fait pendant plus de 20 ans pour la ville de Lyon. Donc, ce qui est assez surprenant, c'est que quand on a une pièce qui arrive comme ça, dans ce côté rose, mousseline et panne de velours, quand la pièce est finie et surtout fixée et recolorée par les mains des artistes qui travaillent à l'atelier, on a justement une révélation du dessin. Je prenais un dessin très incisif d'une tête de lion ou d'un lion avec de la jungle, et les ateliers de Brochier ont su transformer ça avec le relief que j'ai sur mes pièces d'orfèvrerie. C'est-à-dire que quand on voit une panne de velours dévoré, c'est une mousseline de soie et les poils de velours sont légèrement surélevés. Et ces pièces-là sont entièrement faites et peintes à la main. Donc on a à chaque fois une pièce unique. Et c'est ça pour moi le vrai luxe. Moi, quand je raconte une pièce, que ça soit chez Bronze d'Art, chez Brochier ou chez Montibert, on la raconte ensemble et c'est vraiment une pièce de théâtre. Il y en a qui rêvent d'être pompiers. Bah, moi, j'ai rêvé de construire des maisons et j'ai construit des maisons de soie. Pour le musée des tissus, c'est quand même pas mal.